Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Thierry Fritsch, œnologue, chargé des conférences et de la formation pour le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue, tout simplement, à cette masterclass. Aujourd'hui, 27 février 2023, marque l'ouverture du deuxième salon Digitesting. Après une première mondiale réussie en 2021, nous avons décidé de lancer une deuxième session, une deuxième édition, qui va se dérouler d'aujourd'hui, donc 27 février, jusqu'au 1er mars, pendant donc 3 jours. Alors, précurseurs et visionnaires, les vins d'Alsace ont pensé, créé, imaginé, lancé ce salon 100% virtuel et 100% destiné aux professionnels, en combinant rendez-vous en visio et également dégustation en réel avec les producteurs grâce à l'envoi de coffrets de par le monde. Coffrets qui contiennent des mini-échantillons de par le monde. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on a ce type encore maintenant de rendez-vous, alors que après le Covid, disons les salons reprennent de l'ampleur. Alors bien sûr, il y a eu One Paris, nous étions présents avec un grand stand, nous serons présents à Provide, nous serons présents de par le monde également, Boston, Hong Kong, Stockholm, Singapour, etc. Sans oublier naturellement le vignoble alsacien, parce que nous allons lancer la tournée des terroirs qui va se dérouler d'avril à juillet 2023. Alors, il faut bien voir que ce format digital ne s'inscrit pas en remplacement finalement des salons présentiels, tout simplement parce qu'ils sont simplement un complément de ces salons. En fait, vous professionnels extrêmement sollicités, vous ne pouvez pas être partout. Donc les déplacements sont aussi pas toujours aisés, même sur une journée, venir en Alsace, c'est pas forcément facile. Et surtout, cette formule digitale vous permet d'aller à la rencontre de nombreux producteurs alsaciens qui vont vous présenter une sélection de leurs vins depuis chez vous et en fait à moindre coût. Alors, par rapport à cette édition 2023, juste quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur en fait de ce qui a été mis en place. Nous avons sur Digitesting 2023, nous avons 74 producteurs exposants qui présentent chacun 4 cuvées. Nous avons accrédité plus de 2800 professionnels de par le monde, plus de 41 pays. Nous avons 700 rendez-vous en visio, répartis sur les 3 jours, en one-to-one avec les producteurs. Une plateforme interactive qui va vous donner énormément d'informations à la fois sur les producteurs, sur leurs recherches en termes de marché, etc. et également sur les vins d'Alsace avec les tendances, mais j'y viendrai dans un instant. Autrement, nous avons également enregistré plus de 1000 commandes de coffrets qui ont été expédiés, je vous le dis, dans 41 pays. C'était 8300 coffrets et nous avons mis en bouteille, en mini-flûte, nous avons produit plus de 33 000 mini-flûtes comme celle-ci. C'était un travail, vous imaginez, colossal en termes de logistique, etc. Alors, par rapport à l'édition 2021, nous avons décidé d'apporter une évolution, une amélioration, on va dire, parce qu'il faut se renouveler, et l'Alsace est toujours volontaire d'aller de l'avant, et nous avons décidé de faire cette masterclass So Trendy. Alors, pour m'accompagner à cette masterclass, et j'ai 3 compères, 3 amateurs de beaux vins, spécialistes chacun dans leur domaine, 3 nationalités différentes, qui vont apporter leur regard croisé sur 4 vins typiquement et terriblement tendance, comme l'Alsace sait le faire. Alors, je vais les laisser se présenter et je vais commencer par Jenny, honneur aux dames. Bonjour Jenny. Hello. My name is Jennifer Wagoner. Bonjour, je m'appelle Jennifer Wagoner, je viens des États-Unis et je suis actuellement installée à Londres. Je m'occupe de la direction Vin Monde pour un restaurant Zuma. Combien de restaurants? Nous avons plusieurs restaurants, nous grandissons en permanence, nous en avons plus de 20 actuellement et il y en a quelques-uns qui ont ouvert pendant l'été et qui vont encore ouvrir l'été prochain, donc plusieurs restaurants. Yves, qui vient régional de l'Étape, on pourrait dire, parce que tu viens de Suisse. Bonjour Yves.
Bonjour Thierry, oui, Yves Beck, je suis auteur, dégustateur chez yvesbeck.wine et je couvre plusieurs régions, pays respectivement, régions et pays, entre autres l'Alsace bien évidemment. D'accord. Et le troisième, on veut dire larron, enfin co-animateur, Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour Thierry. Eh bien, je m'appelle Manuel Perrondet, je suis sommelier français, bourguignon de naissance, mais alsacien de cœur. Merci. Je suis aussi meilleur ouvrier de France sommelier, meilleur sommelier de France. Très heureux de participer à cet échange croisé autour de ce digitesting et des nouvelles tendances alsaciennes. Merci. Merci à toi. Alors, thème de la masterclass, le monde du vin, même s'il est millénaire, évolue, le marché du vin évolue rapidement, porté par de nouvelles habitudes et nouveaux moments en fait, ou habitudes, ou moments de consommation, on va dire. Alors l'Alsace est un des rares vignobles de par le monde dont le savoir-faire permet justement de répondre à ces tendances émergentes des consommateurs. Et cette masterclass vous permet, enfin j'espère, va vous donner l'occasion de passer en revue quelques-unes de ces tendances à travers une sélection de 80 pour vous montrer comment est-ce qu'on se positionne finalement autour de ce carrefour des tendances. Le renouveau dont il est question aujourd'hui porte sur une prise de conscience assez forte des demandes finalement des consommateurs. Qu'ils attendent une authenticité, qui attendent une connexion accrue aux femmes et aux hommes qui produisent, qui sont derrière chaque bouteille, derrière chaque étiquette. On veut aussi un respect plus profond de l'environnement qui permet d'élaborer ces vins, c'est-à-dire la nature tout simplement, et aussi des moments de consommation, comme je disais, complètement différents et peut-être consommés de manière moins formelle. On y reviendra tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a développé 4 thèmes que l'on va développer ensemble, qu'on va discuter de ces 4 thèmes ensemble. Le premier, c'est plutôt alors So Fresh, c'est plutôt un goût affirmé, pour des vins plus frais, des vins plus élégants, plus accessibles, plus frais, etc. Des vins secs, on reviendra sur cette notion tout à l'heure. Le deuxième, c'est So Terroir, où là, on va chercher du relief, de l'origine, de l'authenticité, en fait, des racines, finalement, on veut savoir d'où le vin provient. Le troisième est un peu, voilà, on sort des sentiers battus, ça va être So Sweet, on va parler de vin qui, c'est pratiquement, voilà, on veut se faire plaisir, on veut sortir des sentiers battus, on veut un plaisir gourmand, etc. Donc c'est So Sweet, vous verrez, on a un superbe représentant pour cette thématique. Et le dernier thème, c'est So Red, parce que l'Alsace est connue pour ses vins blancs, mais on élabore aussi, et de plus en plus, des vins rouges. Donc une ouverture sur les vins rouges, pas trop tanniques, pas trop puissants, sphériques, élégants, etc. Mais ce sera le dernier thème que l'on va développer au cours de cette masterclass. Alors, avant de débuter, juste quelques précisions techniques. Alors vous pourrez suivre cette masterclass, bien sûr, en français ou en anglais. Il suffit de régler sur votre plateforme, vous pouvez régler la langue. On va avoir une durée grosso modo d'environ 50 minutes à 1 heure. Vous aurez la possibilité de poser des questions parce qu'on veut aussi que cette session soit interactive. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On y répondra par contre à la fin, pour garder le flux, si vous voulez, de notre présentation. Et dès demain, vous aurez la possibilité de regarder de nouveau cette masterclass en français ou en anglais. Il y aura un replay. Et également, il y aura, pour ceux que ça intéresse, une version japonaise et une version allemande. Alors, commençons, si vous le voulez bien, avec cette première tendance, la première tendance So Fresh. Alors, on a dit, les habitudes de consommation ont changé. On veut plus de produits frais, peut-être moins de viande, on veut des produits plus sains, bio, des produits plus naturels. Et on voit qu'il y a des tendances vis-à-vis du vegan. Après, si on parle de consommation, de gastronomie, les bowls, les sushis qui séduisent de plus en plus de consommateurs. Et finalement, les repas, on se rencontre, se déstructurent, se réinventent, se réorganisent et s'improvisent même parfois. Alors dans cette tendance de plaisir, de simplicité, le vin prend une dimension complètement différente, nouvelle. On veut de la buvabilité, on veut de la fraîcheur, on veut de la légèreté. Et dans ce cas-là,
le vin So Fresh, finalement, pourrait se décrire comme un vin accessible, un vin élégant, bien équilibré, fruité, frais, avec de la matière néanmoins, équilibré, voire sec, on en reparlera. Et c'est surtout dans les habitudes, on s'est rendu compte que c'est un vin que l'on peut laisser dans le réfrigérateur, finalement, et que l'on sort au repas ou à n'importe quel moment, lorsqu'on a envie, finalement, un vin qui convient et qui répond à l'instant à une demande. Voilà. Un vin, d'ailleurs, pour lequel on n'a pas besoin d'être spécialiste. Un vin qui reste accessible, j'aime bien ce terme d'accessibilité. Une valeur sûre, en fait. Alors, pour illustrer ce premier thème, on va déguster le premier vin. Alors, tout comme vous pouvez l'ouvrir, tout comme nous, vous pouvez l'ouvrir. On le déguste, vous voyez, en même temps. Et le premier vin est un Riesling cépage ô combien iconique de l'Alsace. C'est un cépage un vin qui a été élaboré par le domaine Chauffit, un domaine familial situé à Colmar, millésime 2020, un millésime qui était assez chaud d'une manière générale. C'est un vin qui est dans cuvée de la Hart, c'est un lieu-dit qui est situé autour de Colmar, élaboré sur des graves. Les vignes, pour votre information, entre 60 et 80 ans. Donc, ce qui est quand même assez impressionnant. Et même si on est sur un terroir de Grave, un terroir assez léger, et même si on avait un millésime assez chaud, l'âge des vignes a permis de réguler aussi une matière et d'apporter une minéralité au vin. Alors, d'une manière générale, le nez, dans un premier temps, est assez discret. Le nez demande encore à s'ouvrir, mais on arrive sur ces notes d'agrumes, de fleurs blanches, de fruits également à chair blanche. L'attaque est assez ample au départ, liée aussi à ce millésime très chaud, 2020. Et très vite derrière, on retrouve cette élégance, cette finesse, cette pureté, voilà, cette longueur que l'on a. On est vraiment sur une expression variétale du Riesling dans toute sa splendeur, on va dire, et même, je dirais, dans sa simplicité. C'est pas péjoratif, mais voilà, dans sa précision. Voilà. Et donc, Jenny, j'ai envie de te demander, dans cette tendance So Fresh où on recherche de l'accessibilité, etc., quel rôle les vins d'Alsace peuvent jouer, ou d'après toi, dans cette nouvelle dynamique de simplicité, etc. Quel est le positionnement pour toi des vins d'Alsace? So, talking about versatility, authenticity, Alors, si on parle transparency, de you're seeing versatilité, this trend very d'authenticité, much in restaurant on floors. observe So cette what I've been tendance finding, énormément dans les restaurants. from the perspective of somebody who interacts with Donc, du guests on a point de regular vue de basis, quelqu'un qui is that rencontre they're looking for régulièrement something les fresh, they're invités, looking for on something recherche exciting, quelque chose they're de looking for frais, something very d'excitant. versatile to kind of take them through a meal or something to start with. L'interprète est désolé, mais n'entend pas l'oratrice. Nous avons quelque chose d'unique, quelque chose de très particulier. Merci de donner du volume. L'interprète n'entend pas l'oratrice. Je vais juste interrupt you. Can you just increase the volume of your... Sorry for that. Sure. Yeah, because the translator can't hear you. Oh, no problem. Okay. Sure. Can I... C'est l'autre. I think it's the other one. C'est l'autre. It's the other one. The other Jenny, one. it's the other one. The other one. The other one. Yeah. Yeah. The The other volume. Yeah. Sorry for that. That's the microphone. sorry. That's live, direct. This one? Yeah, this issue. one, yes. This Okay, one, cool. yeah. Okay. Voilà. Okay. So Hello. Is it better? Oh, just continue. Okay, we will see. Yeah. Okay. Yeah? Yeah, go on. I'm pushing up. But Voilà, j'appuie sur le bouton, l'interprète vous entend correctement. Okay. Merci. We'll try. Okay, thank you. Thank you so much. Sorry for that. No worries. Désolée. So we have dishes ranging Donc, nous from avons very des light plats all the way through very rich. allant And so what du we're très noticing léger is au that très guests are riche. looking for Et something to nous start remarquons instead of que just having souvent something rich all the way les And so wines hôtes from cherchent Alsace quelque chose de are très very, very varié. Et les vins d'Alsace sont pertinent in donc the très fact that we can pertinents start them with dans la Vermont, mesure a white où wine, nous pouvons something démarrer beautiful to par un start, crément, and un then it can vin finish blanc up throughout the meal magnifique as pour well. démarrer So un repas. that's a cool Et le vin trend. blanc peut Fresh can également also mean new accompagner la and sortie du exciting. repas. And Et for c'est guests, nouveau, c'est frais, Alsace c'est wines can be excitant. very new and exciting in their dining Les vins experience. d'Alsace le sont effectivement pour ces différents consommateurs. Okay. Tu nous as parlé des atouts finalement de l'Alsace, mais alors je posais une autre question sur un vin sec.
Pour toi, c'est quoi la définition? Comment est-ce que tu perçois un vin sec? Un grand vin blanc sec. Lorsque je pense à un grand vin blanc sec, évidemment, je pense à l'Alsace. L'Alsace, c'est une évidence dans cette catégorie. Les grands vins blancs secs, eh bien là, je pense plutôt à un vin qui est équilibré, nuancé, qui donne cette idée de lieu, d'histoire, un vin que l'on peut apprécier avec des amis. Un grand vin blanc, ça se partage, c'est une expérience. Et les vins d'Alsace créent cette expérience. Il y a l'histoire, il y a la qualité des vins, il y a aussi la conversation qui entoure la dégustation d'un vin blanc. Et du point de vue du sommelier, le vin d'Alsace permet aux sommeliers qui interviennent dans les restaurants de créer cette histoire qui permet justement aux consommateurs de s'intéresser à la région. On parle sec, mais on parle également de fraîcheur. Est-ce que tu pourrais me décrire simplement la fraîcheur? Comment est-ce que tu perçois et comment est-ce que tu expliques cette fraîcheur à tes clients? Fraîcheur qu'on va retrouver dans des vins d'Alsace, bien sûr. La fraîcheur, lorsque je l'explique à un consommateur, c'est quelque chose qui nous élève, qui est élégant, qui vous donne envie de boire une deuxième bouteille, une deuxième gorgée. C'est quelque chose d'excitant. On a souvent envie de consommer plus d'une bouteille. Voilà ce que j'entends par fraîcheur. Ça vous élève, c'est léger, c'est expressif. Et les vins d'Alsace, eh bien, ont effectivement ces caractéristiques-là. En fait, c'est de la buvabilité, en fait. C'est quand tu ouvres une bouteille, c'est ce côté voilà, c'est ça. Voilà. Oui, exactement. Messieurs, je ne sais pas si vous avez... J'aimerais témoigner évidemment dans le sens de Jenny sur les commentaires. Je crois d'abord que s'il y a ce mouvement, ce so fresh trend que l'on observe dans la consommation des amateurs, c'est que d'abord, on a épuré un peu la cuisine. Tu l'as évoqué tout à l'heure. On va vers des cuisines de produits, des cuisines de raffinement et des fois de produits pour ce qu'ils sont. Donc, dans ce rôle, les vins blancs assez dynamiques, assez frais, assez aériens collent parfaitement. L'Alsace, bien sûr, avec le Riesling, offre aujourd'hui une diversité magnifique de vins dans ce rythme et dans cette fraîcheur, avec ce dynamisme. Avec aussi, il faut le souligner quand même, des équilibres, des maturités plus abouties qu'à une époque, et donc on est aujourd'hui sur des maturités mûres mais fraîches, et donc on a concentré évidemment les plaisirs, ce qui à mon avis explique aussi cet engouement maintenant d'un public pour les grands vins d'Alsace de ce type-là, de ce type de fraîcheur. J'ajouterais pour terminer que dans le parcours d'amateur, dans une vie d'amateur, j'en suis le témoin et on a des datas assez précises en France chez les amateurs de vin, plus on boit, plus on va vers les purs, plus on va vers les vins dynamiques. En fait, c'est un peu comme pour la grande cuisine. On aime finalement le raffinement par la simplicité et la fraîcheur, parce que au bout d'un moment, les choses sophistiquées finissent par saturer les papilles. Et ça va dans le sens de ce que disait Jenny. Les grandes conversations, les grandes ambiances à table viennent des vins qui sont relativement digestes et frais. D'accord. Yves, tu as, avant de passer au suivant, la fraîcheur, c'est évidemment ce qui donne envie de boire un vin. C'est aussi le côté désaltérant du vin. N'oublions pas que c'est une boisson. Le but d'une boisson, c'est aussi de désaltérer, c'est de rafraîchir. Et là, on a évidemment le côté hédoniste, on a du plaisir. J'aime bien dire de ces vins qu'on ne va pas forcément en parler toute la soirée. Par contre, on va les boire durant la soirée. Ça, c'est sapide, c'est salin, c'est frais. Je ressortirai cette expression, mais je ne te verserai pas de Il y en a plusieurs, des comme ça. Ça m'arrange, j'aime bien cette expression, c'est pas mal. Alors, on avance, merci pour ces précisions sur la première tendance. Tendance numéro 2, c'est au terroir. Alors c'est vrai que de par le monde, tous les terroirs tous les grands vins sont liés à de grands terroirs, en fait. On a des exemples un peu partout, et particulièrement en Alsace, où finalement, au niveau de l'Alsace, on retrouve tous les types de sols que l'on peut trouver de par le monde. L'Alsace est un concentré de l'ensemble des sols que l'on peut trouver de par le monde. Une toute petite région produit, en fait, ou permet de présenter l'ensemble des sols. C'est une vitrine à ciel ouvert de tous les sols du monde. Et ça, c'est assez extraordinaire, et c'est même unique de par le monde. Alors,
quand on recherche du vrai, quand on recherche du relief, quand on recherche de l'authenticité finalement, on veut connaître la provenance, on veut connaître l'origine du produit, et donc ça fait beaucoup de sens de connaître en fait cette notion de terroir. Alors dans notre vignoble, et vous le savez bien, que les domaines se transmettent de famille en famille. On a des familles qui, c'est la 12e, 13e, 14e génération qui aussi liées à cette notion de terroir. On va y revenir avec toi dans un instant. Et c'est vrai que le vignoble alsacien est un vignoble à taille humaine. Derrière chaque étiquette, il y a une famille, il y a une histoire, il y a un parcours avec des racines extrêmement profondes, liées aussi à une terre particulière et généreuse. Alors, le vin terroir, si on devait le définir quelque part, c'est un vin de lieu, c'est un vin d'histoire, c'est un vin de famille, c'est un vin d'auteur. J'aime bien ce terme aussi de vin d'auteur, parce que l'auteur a compris à la fois son environnement, ce lien au terroir, a compris la complexité du terroir, on va y venir tout de suite, et il arrive à le transmettre finalement à son vin. Alors pour l'illustrer, on va déguster un Grand Cru Quitterlé 2017. Alors le Grand Cru Quitterlé est un lieu-dit, un Grand Cru qui est situé pas très loin de chez nous, qui est juste derrière vous, là-bas derrière, à l'extérieur de ce domaine, élaboré par les domaines Schlumberger à Guebwiller. Alors c'est un terroir gréso-volcanique, pente assez forte, exposition. C'est assez particulier parce vous le connaissez, il y a plusieurs. C'est un éperon qui sort sur la vallée avec différentes facettes, enfin différentes expositions, terroirs des pentes assez fortes et avec des murs en grès qui sont absolument faramineux. On a toujours des très petits rendements sur ce lieu-dit. Et ce qui m'a intéressé, c'est un 2017, superbe millésime, un très très grand millésime, un vin qui commence à devenir, qui commence à s'ouvrir, on va en reparler dans un instant aussi. Et en fait, on a ces notes de naphte, ces notes de fumée qui sont assez typiques de ce terroir gréso-volcanique, liées encore une fois à une pointe d'agrumes, mais c'est surtout ces notes de naphte que je retiens au niveau du nez. L'attaque en bouche, le vin est un peu plus serré que le précédent. Hein. On sent quelque chose de plus ramassé, de plus austère quelque part, de plus long, de plus longiligne. C'est un vin aussi qui fait saliver en bouche et c'est la marque finalement d'un grand vin de terroir. Terroir. Mot typiquement français, intraduisible dans une autre langue. So French. So French, exactement. Alors, quand on a discuté de ce thème ensemble, tu m'as dit il faut expliquer ce que c'est cette notion de terroir. Alors vas-y, dis-moi ce que tu penses de cette notion de terroir liée à l'Alsace. Ce qui est fantastique, c'est que je crois qu'il n'existe pas de traduction pour le terme terroir. Ou peut-être qu'il en existe, mais en tout cas je ne les connais pas. On parle systématiquement de terroir. Le terroir, c'est un cumul d'éléments, c'est une équation, ça comprend moult choses. Et le terroir a parfois bon dos, hein, quand on ne sait pas quoi dire, on parle de terroir, mais là il est présent, bien entendu. Mais il faut déjà bien définir ce qu'est un terroir. Un terroir, c'est bien évidemment la terre, le sol, c'est le microclimat où ce terroir se situe, c'est la pente, c'est la manière dont les sols sont travaillés, donc aussi l'impact de l'être humain. Hein, l'être humain, l'homme, la femme, ce sont partie intégrante du terroir, puisque si tu mets deux vignerons sur la même parcelle, le même terroir, tu auras à la fin quand même deux vins différents. Donc voilà, l'homme a aussi un impact, bien évidemment, sur le résultat final. Ça, c'est pour ça que la notion de terroir implique moult facteurs. D'accord. Et quand tu dégustes un grand cru, comme celui-ci, ou un lieu-dit, hein, qui sont aussi des vins de terroir, bien entendu, le vignoble alsacien est très morcelé, hein, parce qu'on essaie d'adapter chaque cépage à un type de sol pour avoir cette expression du lieu-dit, en fait, de son origine. Quand tu dégustes un vin de terroir, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Tu recherches quoi? La question est...
Je suis désolé, c'est très personnel. Je m'attends à ce qu'il soit bon déjà. Non, mais... par rapport au premier vin, peut-être. Oui, alors voilà, alors si on le compare par rapport au premier vin, on est tout de suite dans des notions de précision, hein, c'est plus droit, il y a de la droiture, il y a une recherche, ça me semble plus abouti, ça va plus loin. Hein, et c'est aussi, on le ressent très bien quant à la salinité, quant à la tension qui est présente, qui donne un bel, qui assure bien les arrières, qui donne un bon background au vin. Et donc on est tout de suite sur des constructions, sur des structures plus complexes, plus abouties. Et puis la notion de terroir, c'est également quelque chose qui se perçoit à travers le temps. Hein, je pense qu'un vin jeune, après il y a toujours des exceptions qui confirmeront la règle, mais un vin jeune est moins apte à vraiment révéler l'entier, l'impact de son terroir par rapport à un vin qui a déjà, comme ici, qui a 5-6 ans, plus ça va de l'avant, plus le terroir est mis en avant et peut-être l'homme un peu plus effacé. Hein, et la notion de grand terroir est de par définition liée aussi à un potentiel de garde. Les grands terroirs, ce sont les vins issus de grands terroirs, ce sont des vins de temps aussi. Et c'est nouveau aussi, ça. Enfin, c'est nouveau, non, mais je veux dire, on a ce potentiel de garde. Pour bon nombre de gens, souvent, les vins d'Alsace devaient être consommés assez rapidement. Et en fait, on a un potentiel de garde juste absolument phénoménal de par ces terroirs. C'est une émotion dont tu viens de me parler, hein, en fait. Oui, bien sûr. C'est très personnel aussi. Quand on déguste un vin qui montre des structures acides bien intégrées, qui assurent la tenue, c'est un peu le squelette, hein, l'acidité, c'est le squelette du vin qui tient tous les composants. Il y en a d'autres. On en verra tout à l'heure. Disons que c'est un élément quand même assez essentiel, et c'est ce genre d'éléments-là qui permettent à un vin de traverser le temps. D'accord. Alors, moi j'ai une question pour les deux sommeliers qui sont à côté de moi. Je vais commencer, excuse-moi Jenny, je vais commencer par Manuel. Comment faire passer cette émotion à un client? Comment lui faire comprendre, lui faire percevoir cette notion de terroir? Comment est-ce que tu fais? En général, ce qui est intéressant, c'est de souligner, bien entendu, la complexité qu'on rajoute à la proposition qu'on avait au départ. Le premier vin, on avait un verre de vin très frais, très dynamique, avec de l'élan. Mais là, on rajoute un millefeuille, une complexité. Donc la première chose qu'on doit faire pour peut-être un consommateur, c'est l'inviter à ressentir cette complexité, à être plus concentré sur la structure, sur l'architecture de bouche, sur la manière dont la salinité opère avec l'essence et la langue. Et je pense qu'on a, au travers de cette loupe de terroir, parce que le Riesling est une loupe sur le lieu, des messages qui sont accrus et concentrés, donc avec une persistance de bouche supérieure. Et pour, évidemment, comprendre ça, il faut beaucoup déguster. Et parfois, il faut comparer. Alors, l'intérêt, évidemment, de la richesse alsacienne, c'est cette mosaïque géologique unique, à travers laquelle, évidemment, on a la possibilité de comparer différents types de sous-sols, différents types d'expositions, différents types d'altitudes, avec, évidemment, la patte, la main de l'homme et l'équation climatique, donc le millésime. Tout ça rend, évidemment, la chose beaucoup plus complexe. Et si je pense qu'on a aujourd'hui un engouement, un mouvement saut terroir aujourd'hui installé dans le mindset des consommateurs, c'est parce que c'est une équation qui devient plus difficile à comprendre. Et donc, c'est là qu'on devient passionné. C'est qu'on veut comprendre, on veut ressentir et comprendre. Et donc, cette richesse de ces terroirs alsaciens exprimés ici par le Grand Cru Kitterlé est une porte ouverte, évidemment, à quelque chose qui rend le vin encore plus complet dans son intellect. Parce que ce qu'on aime, évidemment, c'est vibrer, mais c'est aussi en parler et échanger. Et donc, à partir du moment où on a compris, eh bien, on peut évidemment rendre la conversation encore plus riche autour du produit. Jenny, avec ton expérience internationale, sur un thème qui est, allez, soyons un peu chauvin, franco-français, je veux dire, cette notion de terroir, hein, qui nous est chère en France et qui est une réalité, en fait. Comment est-ce que
tu arrives, que ce soit à Abu Dhabi, que ce soit à Miami, etc. Comment est-ce que tu arrives à faire transférer ou à transmettre cette notion de terroir? Est-ce qu'il y a une demande ou comment est-ce que les gens réagissent par rapport à ça? C'est une question simple, mais c'est si français, which we love. Et c'est ce que nous adorons. But I think in a simple way, and I think de manière simple. Je crois qu'il est également important de comprendre que dans certaines situations, les convives nous interrogent quant à ces lieux. Eh bien, j'ai très peu de temps pour apporter les explications pratiques à table. Donc, je leur donne cette idée du lieu et je leur explique rapidement d'où provient le vin. Et j'apporte ces explications avant que le vin ne soit servi à table. J'essaie d'expliquer aux convives qu'il y a tant d'éléments qui entrent en ligne de compte. Le lieu, les personnes, le sol, tout cela est combiné et donne ce vin. Mais il faut aussi y penser dans le contexte des repas servis au restaurant. Votre convive apprécie tel ou tel vin. Comment ce vin permet-il d'élever la cuisine? Eh bien, c'est, comme vous le disiez, une loupe. Ces vins sont puissants, précis, longs en bouche. Et lorsque vous prenez une gorgée avant le repas, c'est extraordinaire, mais avec le repas, cela élève l'expérience, la texture, la nourriture. Et le convive se dit, eh bien, j'aimerais en savoir davantage quant à ce vin, cette région. Cela ouvre une porte et le convive se dit, qu'est-ce que ce vin apporte à mon expérience, à mon repas? Et il y a tant d'opportunités dans cette région. Voilà à quoi je pense lorsque je pense terroir. C'est intéressant de voir les points de vue différents d'origine, vos expériences différentes. En fait, c'est cette richesse qui fait aussi, qui s'exprime à travers nos vins. Et je vous en remercie vraiment dès à présent. Alors, troisième tendance. Alors là, on va jusqu'à présent, il y avait, on était, voilà, je ne vais pas dire sérieux, mais on était très focus sur. Et là, on va aller sur le sauce suite. On va aller sur le sauce suite. Alors, cette tendance, on a envie d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, de bousculer les codes. On veut séduire par un vin qui est un peu plus extravagant. J'aime bien aussi ce terme, qui sort des sentiers battus. Notamment au niveau des nouveaux consommateurs aussi, qui recherchent peut-être plus d'accessibilité et peut-être sans de repères particuliers. On veut un accès plaisir, plaisant, etc., facile. Alors, juste une petite précision, depuis... par rapport, alors sur suite, vous avez compris, on va plus parler de générosité dans les vins. Depuis 2021, pour l'ensemble des vins d'Alsace, hormis les créments bien sûr, qui ont leur échelle, leur classification, et les vendanges tardives et sélections de Grenoble, qui sont des vins moelleux par essence, pour l'ensemble des vins, on a mis en place cette échelle de sucrosité entre sec, demi-sec, moelleux et doux, donc qui clarifie aussi notre gamme et qui prend en compte aussi la notion d'équilibre, ce qui est extrêmement important. Mais on y reviendra, je sais qu'on y reviendra tout à l'heure. Alors, l'expression, le vin sauce suite, pour le définir, ce sera un vin plaisir, quoi. C'est un vin gourmand, flamboyant, on sort des sentiers battus sans se prendre la tête, ni de risque d'ailleurs, parce que voilà, l'idée c'est juste de se faire plaisir. Et une invitation aussi aux audaces culinaires, on va en parler dans un instant avec Manuel. Alors le premier vin, je vois que vous aviez tellement envie de vous faire plaisir que vous l'avez déjà dégusté. Tu en veux un petit peu encore, non? Non, ça va. Ça va aller. Je finirai après. Alors, le premier vin, ce vin, pardon, c'est un Gewürztraminer vieille vigne 2020, pardon. Donc, le même millésime que le premier vin, un millésime assez chaud. Gewürztraminer, c'est sûrement le cépage le plus difficile à épeler, à écrire et à prononcer, parce que c'est Gewürztraminer, on se confond dans les lettres, etc., même pour un français. Alors, domaine Hurst, domaine qui est situé, vieux domaine qui est situé au niveau de Turkheim, et ce vin sur des vieilles vignes, 50 ans d'âge, vignes plantées sur du granit, qui n'est pas forcément le terroir, j'ai envie de dire, le plus propice pour les Gewürz, mais pourtant, on va voir que ce vin est assez intéressant. Alors, élevé produit en biodynamie,
C'est un nez qui est très, très épicé, assez typique de ces terroirs granitiques. Hein. Gewürz d'ailleurs signifie épice, avec des notes de pêche, de raisins secs. On sent la maturité des raisins. En bouche, on a une légère pointe d'acidité. C'est pas la marque de fabrique, on va dire, des Gewürztraminer, d'avoir une acidité très structurante comme on pouvait l'avoir avec les 2 vins précédents. On retrouve les fruits à noyaux, mais j'ai des notes de mirabelle en bouche, c'est assez extraordinaire. Voilà, et c'est un vin qui est aussi équilibré par ses amers de fin de bouche. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment, ou c'est des accords, c'est des équilibres que l'on va rechercher sur le Gewürz. Alors Manuel, quand on a parlé de cette masterclass et que je t'ai présenté en fait l'ensemble des thèmes, tu me dis so sweet, j'adore. C'est mon terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu. J'ai envie de j'ai dit je vais me lâcher. Alors vas-y, lâche-toi. Dis. Voilà. Pourquoi est-ce que ce type de vin, en tant que sommelier, t'intéresse? Alors d'abord un témoignage tout à fait personnel. En tant que sommelier, je suis venu au vin par des vins de séduction parfumée et de douceur maîtrisée comme celui qu'on est en train de déguster. Donc c'est d'abord un retour, un flashback à mes premiers amours du vin. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle des vins moelleux ou des vins qui ont un peu de sucre résiduel, on se trompe de débat en disant « je n'aime pas ça » ou quand on écarte le sujet directement, parce que en fait c'est un peu comme dans la pâtisserie de luxe, ce genre de vin. C'est une question d'équilibre. On parlait de fraîcheur tout à l'heure, d'acidité mûre, on parlait de concentration et de prisme terroir et d'intensification des messages. Rappelons simplement que pour faire des vins comme ça, il faut des raisins plus mûrs. Et donc aussi des choix beaucoup plus audacieux de la part des propriétaires qui les font naître. Alors évidemment aujourd'hui quand on en fait des versions qui sont bien meilleures que ce qu'on n'a jamais eu fait dans la région, Dieu sait s'il y a un passé glorieux pour ces genres de vins, je suis évidemment le meilleur ambassadeur à nouveau pour dire il faut avoir ce type de vin en cave pour plusieurs raisons. La première c'est qu'à table, ce sont des ambassadeurs de certains types de gastronomie et de plats qui sont nécessairement d'abord très riche en termes d'émotions et peut-être des fois inattendus. Et donc pour tous ceux qui sont audacieux, ceux qui ont évidemment le goût des associations mets et vins réussis et surtout le goût de la surprise, alors il y a plein de choses à faire. Moi je suis par exemple le premier à servir à des amis des Gewürztraminer qui ont un petit peu de sucre résiduel avec un peu de sagesse en maturité en bouteille, avec par exemple un curry d'agneau. L'accord mets et vins est absolument merveilleux, il faut essayer ça. Ça pourrait être une salade de mangue avec des belles crevettes, un poivre de Sichuan relevé, ça peut être des sensations aussi un peu plus épicées, on peut jouer avec les agrumes, le safran, il y a plein de choses qui sont évidemment le terrain de jeu de ce type de vin et que souvent on n'a pas tendance à avoir en cave. Alors, je t'interromps juste parce que soyons pratiques. Oui. Quand tu me parles de ces accords, comment ça fonctionne? Je comprends, mais comment est-ce que le Gewürztraminer fonctionne avec ces plats? Eh bien, ce sont des combinaisons d'esters aromatiques, donc de molécules aromatiques qui fit avec d'autres en fait. Et un accord mets et vins réussi, c'est bien sûr un ensemble d'éléments et d'arômes qui fusionnent et qui créent parfois un nouvel arôme et puis surtout après une texture. Alors évidemment, ça dépend du plat qu'on a imaginé, mais là ce qui est très agréable dans les associations mets et vins, c'est que ce que vous avez en sensation par exemple sur une micro-douceur comme ici, eh bien elle peut par exemple se fondre totalement dans la matière et la porter, comme disait tout à l'heure Jennifer, sur la manière d'étirer en fait les messages. Et ce Gewürztraminer porte évidemment un petit peu de rondeur ici, ces petites notes de poire, de bergamote, d'épices, de tout ce qu'on a un petit peu souligné et que chacun peut-être dans son profond intérieur aura trouvé. Eh bien, il faut l'imaginer avec des choses qui vont l'amener vers autre chose en fait. Et c'est là que la créativité autour de la cuisine orientale, asiatique est très très importante. Là où les vins rouges ne feront rien, là où votre Montrachet ou tous les autres grands vins que vous pourrez sortir ne fonctionnera pas. Et je suis bourguignon, je saigne en disant ça, mais c'est vrai. Et donc, il faut que les consommateurs qui nous écoutent et peut-être les prescripteurs aient évidemment en tête que cette tendance so sweet et de ce type de vin, particulièrement celui qu'on a par exemple ici, est un must-have. Moi, c'est un must-have de ma cave personnelle. Et dans toutes les soirées que j'organise, je sers ce type de vin pour illustrer ces propos. C'est très important parce qu'il faut le vivre pour le croire. Yves. Je suis très reconnaissant à Manuel pour ce discours très convaincant. J'espère qu'il convaincra encore d'autres personnes. Je me plais à le répéter, le sucre c'est un allié de l'Alsace, c'est pas un ennemi
Il y a tellement de choses à faire avec. L'essentiel étant l'équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Et sortons de ces chemins de boire des vins moelleux en fin de repas. Non, c'est pas du tout ça. On peut, attention. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de commencer à exclure des choses. Hein, et ça, c'est fantastique. Tu l'as très bien expliqué. Tu peux jouer, c'est ton terrain de jeu, tu peux faire plein de combinaisons, d'accords, où le sucre devient juste un élément parmi d'autres. Hein, et l'équilibre, c'est la clé. L'équilibre, c'est la clé dans le vin en général. Ouais. Mais ici, d'autant plus sur ce type de vin-là. Tu as dégusté, et tu dégustes beaucoup de vins, cette évolution de la sucrosité au fil du temps, tu l'as remarqué. Comment est-ce qu'un vin qui est équilibré à la base, peut-être avec un équilibre peut-être dissocié dans sa jeunesse, parce qu'il va se chercher, comment est-ce qu'il va évoluer dans le temps? Est-ce que cette sucrosité, tu vas toujours la voir ou pas, d'après ton expérience? D'un point de vue de matière, en valeur, il n'y a pas forcément grand-chose qui change. Ce qui change, ce sont nos perceptions. Oui. Hein? Et évidemment, le sucre ne va pas tellement bouger. L'acidité, ça bouge très peu. Mais nos manières de percevoir changent. Et de surcroît, si un sommelier choisit un certain type d'aliment, il a tout de suite un impact sur notre ressenti. C'est là que le sommelier joue un rôle clé. Hein. Finalement, les sucres dans certains vins rouges, voilà, lapsus non révélateur. Les sucres dans certains vins blancs vont avoir la même évolution que les tanins dans certains vins rouges, hein, vont s'affiner au fil des temps. Hein, oui, c'est une bonne métaphore, ça. On va toujours analyser la même quantité, mais la perception sera différente. Alors, et j'ajouterais simplement aussi qu'on ajoute un potentiel aromatique supérieur au vieillissement, parce que tout à l'heure on parlait des vins sauterroirs avec ce prisme de vieillissement supérieur, et là on sait qu'avec les sucres, des fois on combine à une matière une couche de complexité supérieure. Et il faut avoir ça en tête parce que ça, dans les bouquets, dans la richesse des bouquets, on le voit avec des vieux millésimes de vins de ce type, eh bien on a des fragrances qu'on ne pourrait pas avoir avec les autres. Alors, juste pour répondre à une question, je réponds maintenant parce que je la vois. On est sur un Gewürztraminer qui est marqué vieille vigne. Sachez qu'il n'y a pas de réglementation. Alors, au niveau le terme vieille vigne, on considère, nous, qu'on peut appeler une vigne vieille vigne à partir de 26 ans, 25-26 ans d'âge. Avant de terminer, avant de passer au sujet suivant, j'ai envie de poser aussi la question. Jenny, tu m'as parlé de fromage, d'une expérience assez extraordinaire avec des... Tu pourrais nous en dire un peu plus, nous raconter l'histoire? No, so I was explaining before, yes, first of all, cheese and these sorts of wines from Alsace on the sweeter side. I had a moment, I was in Alsace in 2018. I never had an experience with sweet wine and cheese like this one. It was like it was a magical experience, and I try to carry that with me in the restaurants. But I feel like the savory and sweet component to me really, it does something. It's really elevating for both the wine and, again, for the cheeses. Qui apporte aussi quelque chose au vin, au fromage. C'est fantastique cet accord. Alors, people if they say, "Oh, I don't like sweet wine, I don't drink sweet wine," I'll give a little taste with something, just as this is on me. I would love you just to taste it and give me your opinion. Je vous l'offre, goûtez, repartez, revenez et dites-moi ce que vous en pensez. Et généralement, ils me disent, c'est extraordinaire. Ce seront les premiers à me commander un verre de vin sucré et inciteront aussi leurs amis à le faire. Parfois, les convives ont quelques craintes, mais une fois qu'on leur explique le vin, qu'ils en font l'expérience, eh bien, c'est un tout autre monde qui s'ouvre à eux. C'est une belle expérience. Tu as abordé un sujet qui est intéressant. Je fais juste une petite parenthèse avant de passer au dernier sujet. Vin et fromage.
Dans 90% des cas, ce n'est pas un vin rouge qu'il faut, c'est un vin blanc. Et c'est vrai que les vins d'Alsace ont une place extraordinaire au niveau des fromages, parce que voilà, avec la fraîcheur et puis où la gamme des vins d'Alsace extrêmement vaste que l'on a se marie avec une gamme de fromages extrêmement vaste également. Et il ne faut pas avoir peur de marier des vins blancs. Complètement. Il faut absolument servir des vins blancs et même souvent penser à ça, parce que ce que chacun fait à la maison, c'est avoir une grande diversité de fromages pour évidemment la richesse de cette gourmandise qui est so French, mais avec laquelle évidemment on aime parfois servir aussi des petites pâtes de fruits, des petits fruits secs, des choses comme ça. Donc on sait que les combinaisons sont très bonnes, des petites marmelades parfois. Et moi j'aime dire que ça va beaucoup mieux en termes de fusion aromatique que n'importe quel autre, parce que sinon il faudra avoir quasiment un vin par fromage, si on voulait vraiment dans la précision de l'association, ce que jamais personne ne fait, même nous les sommeliers. Donc on doit quand même être intelligent et surtout penser que c'est le trait d'union qui nous ramène vers une douceur apaisée, une fin de repas aérienne, comme ça peut être quelque chose de très chouette. Et ça ramène aussi, parce que j'aime bien ce moment du fromage pour redonner un peu de dynamisme, si on a un sauce sweet qui a la fraîcheur et peut-être un peu de terroir derrière, ça fait quelque chose qui arrive comme un feu d'artifice, le bouquet final en tout cas du feu d'artifice qui arrive. Donc il nous manque juste le master ou le Stilton. Exactement. Entre autres, voilà pour cela. Alors dernier thème, c'est So Red, la tendance numéro 4, autre tendance. Alors c'est vrai que l'Alsace, on est connu pour des vins blancs, et c'est vrai qu'en Alsace on produit 90% de vins blancs. C'est comme ça. On est sur on a une tradition d'élaboration de vin blanc liée aussi à notre gastronomie, basée sur le fumé, sur le salé, l'utilisation de choux, de porc, de poissons, etc. On a développé depuis 200 ans une production de vin blanc, mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on produisait plus de vin rouge que de vin blanc. La gastronomie était certes différente, mais depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, on a ce renouveau des vins rouges, et notamment le pinot noir, qui est le seul cépage rouge que nous pouvons utiliser en Alsace. Alors, il a trouvé ce cépage son terrain de prédilection avec des terroirs argilo-calcaires, qui te parlent naturellement en tant que bourguignon, mais il y en a d'autres. Au départ, c'était peut-être une curiosité, mais de plus en plus de travail du vigneron. Grâce à ce travail et cet élevage, on arrive à élaborer des vins assez extraordinaires, avec ces notes assez soyeuses, j'aime bien le terme silky en anglais, soyeuses et fruitées. Alors, on a avec cet exemple, avec ce vin rouge, on a on revisite finalement le pinot noir. Et ce que je voudrais vous présenter, c'est un pinot noir de la cave de Ribeauvillé, un vin du millésime 2019. C'est dans l'appellation des vins d'Alsace, c'est un vin qui est dans l'AOC Alsace, mais une dénomination complémentaire communale, tout simplement parce que Roderne est réputé depuis des décennies, voire des siècles, pour élaborer comme Saint-Hippolyte ou comme Autrotte des vins rouges assez particuliers. Alors ce vin a été élaboré sur du grand cru Glockelberg, qui est à la fois un mélange de granit et d'argile, le granit qui va exalter le cépage, l'argile qui va lui apporter ses tanins. Alors il n'est pas en grand cru, mais sachez que depuis 2020, enfin vous le savez, depuis 2022, deux lieux-dits ont le droit de produire des grands crus en pinot noir, à savoir le Hengst et le Kirchberg de Bar. Ça pourra donner l'occasion d'une autre masterclass dans le futur. Il faudra un petit peu attendre parce que ces vins nécessitent aussi du temps. On a parlé de cette notion de terroir tout à l'heure. Alors, couleur rouge profond, rubis. C'est un vin qui a été élevé, alors je passe les détails, mais en termes de vinification assez classique, je dirais, avec un élevage pendant 9 mois en fût de chêne pas neuf, l'idée étant d'avoir des tanins plus souples et d'avoir cette micro-oxydation qui va développer ces arômes, notamment dans ce cas-là, ces arômes de cerise noire, de mûre, de cassis. Tout en préservant finalement une bouche assez soyeuse, assez harmonieuse, et maintenue par une acidité très, très pure, très droite. Alors, je vais m'adresser à tout le monde parce que ce sera plus simple. Il est vrai qu'on avait une tendance, et vous avez peut-être pu
Laurent, à avoir cette tendance à l'époque, on voulait des vins rouges assez puissants, assez tanniques, assez... Voilà, je ne vais pas dire que c'était une course à l'alcool, mais presque. Et est-ce que vous pensez on a l'impression que finalement que les clients, le consommateur veut de nouveau une élégance, une pureté, voilà, on revient à cette buvabilité en fait que l'on avait aussi dans les vins rouges. Pour être témoin depuis 20 ans des évolutions sur les vins en général, mais surtout aussi un peu de ces pinots noirs alsaciens qui deviennent quasiment évidents aujourd'hui, j'aimerais simplement souligner qu'à une époque, on était en quête de tout. On était en quête de maturité, les raisins mûrissaient à peine, c'était d'un point de vue sanitaire moyen. Et puis, il fallait cheptaliser, et puis on n'avait pas fait les mêmes efforts en viticulture, donc on n'atteignait pas forcément le même message. Et puis après, il y a eu, dans toutes les régions du monde, l'ère Parker, avec cette quête de concentration. On voulait beaucoup plus, on voulait plus de muscles, on voulait des vins plus... Et c'était la mode, et d'une certaine manière, tout le monde les a consommés, commentés et autres. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé à une ère différente. On a laissé tomber les muscles pour l'esprit. Et je pense que l'esprit dans les vins, c'est ce qui anime aujourd'hui cette tendance. C'est des vins de séduction parfumés, des profils aromatiques expansifs avec des bouches très raffinées, très suaves, assis sur des supports acidulés bien portés, qui fait qu'en fait, on ramène le vin rouge, là encore, comme disait tout à l'heure Yves, au centre de la conversation comme étant une boisson. Et ces rouges de pinot noir, évidemment, parce qu'il y a d'autres cépages qui font aussi de ce type de vin, mais le pinot noir et particulièrement l'Alsace, ici, nous ramène à cette réflexion qu'on arrive à faire des vins de séduction parfumés, avec des tanins relativement diplomates et suaves, très à l'aise en gastronomie, mais très à l'aise aussi pour prolonger ces fameuses conversations que Jenny disait tout à l'heure, parce que le vin, c'est fait pour ça, c'est fait aussi pour échanger et pour... voilà. C'est ce que l'on fait, d'ailleurs. Et c'est exactement ce que vous faites. Alors aujourd'hui, on est à l'âge d'or de ce cépage, ici en Alsace, parce qu'il mûrit mieux, et puis on a surtout fait des efforts pour l'améliorer dans sa définition, dans sa concentration un petit peu aussi. Ça donne un petit peu ce qu'on a ici dans le verre. Simplement pour corroborer ce que tu dis, on a eu, c'est vrai qu'il y a une baisse de rendement, il y a une maîtrise, il y a une adéquation cépage-terroir également. On a compris qu'il fallait des terrains argilo-calcaires, voilà, il fallait aussi un état sanitaire parfait. C'est une véritable... Enfin, moi, je le vois comme une véritable révolution. C'est pas une évolution, c'est une révolution depuis 30 ans. C'est ce que tu as pu déguster également ou c'est ce que tu as pu voir à travers toutes tes dégustations? Comment est-ce que tu perçois ce type de... parce que tu dégustes beaucoup de vin rouge en plus. Oui, beaucoup de vin rouge, beaucoup de pinot. Je pense que l'excellent travail qui a été accompli par les vignerons et vignerons en Alsace se retrouve dans le verre parce qu'on on souligne à quel point le pinot noir est à l'aise ici. Hein, c'est pas nouveau historiquement, hein, puis tu en parlais. On est sur un terrain de prédilection pour le pinot qui peut briller de sa finesse, hein, d'une très grande complexité, tout en étant monocépage, où on a des vins qui répondent évidemment à peut-être ces notions de fraîcheur, de sapidité, de buvosité aussi, hein, avec des complexités plus ou moins différentes. On peut aussi avoir des pinots noirs plus tanniques, plus serrés, plus doux, plus accrocheurs. Ça varie énormément, mais la notion basique de la finesse, la fraîcheur et des très belles acidités qui sont nécessaires pour des beaux et grands pinots, elles sont données, elles sont là. Donc c'est réjouissant. Il y a un terme que j'aime bien moi pour le pinot noir, c'est ce côté sphérique. Ce côté mais précis, sphérique, on n'est pas dans la puissance, mais voilà, on a ce côté caressant, mais en même temps précis, parce que voilà, une boule, c'est rond, voilà, et on a. Alors, Jenny, tu as aussi une expérience de pinot noir en général. Comment est-ce que tu perçois ce vin? Comment est-ce que tu l'as dégusté hier soir? Tu l'as dégusté aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Juste ton point de vue. Well, I think for me, this is a wine that's Je crois que c'est un vin que j'ai vraiment envie de présenter à ceux qui n'ont jamais goûté au vin d'Alsace. C'est quelque chose d'élégant, souvent
on est habitué à telle ou telle région. Il faut donc en découvrir une. Voilà, un vin excitant. Goûtez-le. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est précis, une belle texture, long en bouche, mûr. Vous avez la fraîcheur qui peut également se retrouver ailleurs. Mais lorsqu'on s'adresse à des consommateurs, des convives, et qu'on leur demande s'ils boivent encore ces grands vins, oui, c'est le cas, mais pas toujours. Et dans mon expérience, ces consommateurs recherchent quelque chose d'un peu plus élégant, d'un peu plus élaboré. Je leur dis simplement, buvez plus de vin. Et justement, ils veulent en boire davantage pour ne pas forcément se rabattre sur du rouge. On peut donc opter pour quelque chose de plus modéré, de plus frais, de plus gastronomique. Et ces vins-là, justement, sont plus gastronomiques. On nous pose juste la question de la température de service du Pinot Noir. C'est vrai qu'on est dans une cave, le fond de l'air est frais, comme on veut dire, ça va. Mais alors, température de service. Moi, je pense qu'il est intéressant de garder l'œil. La température est parfaite pour le vin. La température, je crois qu'elle est liée un petit peu à la saisonnalité. J'aimerais simplement souligner ça. Pour moi, un Pinot Noir, sur le fil de la fraîcheur, quand on est au mois de juin, qui fait 25 dehors et autres, quand on le sert à 14, 13, 14, sur ce côté un peu éclatant de la prime jeunesse. Attention au millésime, il faut que le millésime soit jeune, bien sûr, et les tanins relativement diplomates et fondus. On pourra mettre plein de guillemets et de parenthèses, mais cette promesse est particulière. Moi, pour moi, on monte dans le cerisier et on ne descend pas quand on est à cette température. Alors que quand on est peut-être dans une période de l'année un peu plus froide, peut-être qu'on va l'apprécier dans une richesse différente d'arômes, peut-être, et là, c'est peut-être autour de 16 degrés, où le Pinot sera dans sa zone de confort. Attention simplement à bien maîtriser la température de ce cépage autour de 16, parce que trop chaud, on perd de sa floralité, de sa précision aromatique. Et je crois que la précision vient évidemment de la température de service. Question qu'on nous pose aussi, c'est... Alors, je fais appel au bourguignon, on ne m'en veut pas. Est-ce qu'il y a c'est le même cépage, oui. Exactement le même. Est-ce que vous voyez une différence entre cépages peut-être de l'Oregon, peut-être de Bourgogne, peut-être de Suisse, le Pinot Noir? Est-ce que les Pinot Noirs sont différents par rapport à l'Alsace, ou on reste dans cette gamme aromatique et cette structure sphérique et soyeuse? Alors, c'est un cépage qui a d'une certaine manière un code, un ADN sensoriel qui est assez reconnaissable pour les véritables amateurs de Pinot, on reconnaît assez vite. Ce qui va changer par contre, c'est la profondeur des messages et les racines, le côté tellurique. Un Pinot Noir sur sable, je ne sais pas moi, en Suisse par exemple, va donner quelque chose de très parfumé, très floral et fin avec quasiment peu de tanins. Mais quand vous êtes dans l'argile, et les argiles rouges profondes, peut-être un petit peu comme on en a ici une illustration sur un socle granitique, ça change un petit peu la structure des tanins. Et donc, aromatiquement ou en termes de sensation salivante, on aura la même promesse au départ. Mais c'est surtout sur la finale de bouche et l'architecture des tanins que la partie évidemment liée au terroir, puisqu'on parlait du terroir tout à l'heure, va s'inviter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, pas que en Bourgogne, ni que ici par exemple en Alsace, un petit peu partout dans le monde, les gens vont aller chercher cette signature de lieu s'il y a un lieu. Et sinon, on va avoir des promesses aromatiques simplement. Mais les particuliers qui sont des vrais passionnés vont aller chercher la signature tellurique, ce côté un petit peu spécial. C'est aussi une des chances de l'Alsace, comme on disait tout à l'heure, on a finalement tous les types de sols de par le monde. Oui. Et en fait, on peut aussi avoir tous les types de Pinot Noir. Exactement, voilà, mais d'ailleurs, vous les avez déjà. On les a déjà. Je crois qu'on ne doit pas dire on aura. Vous les avez. Encore des chances de l'Alsace. Question. Alors, on arrive à la fin. On arrive à la fin de cette masterclass. Bon, je dirais pas qu'on est en retard parce qu'on est juste bien. Et merci pour ces moments. Alors la question est, qu'est-ce qui influence le plus le goût du vin, le terroir ou le vigneron, ou les deux? Je pense que ça va être l'objet d'une autre masterclass, parce que là, on va. Mais la réponse est dans la question. Oui, la réponse est dans la question. Parce qu'en fait, c'est pas où. C'est et. Même si aujourd'hui la tendance permet de souligner le fait que le vigneron a tendance à vouloir s'effacer derrière le goût du lieu. On le voit dans l'intention des vinifications, peut-être les choix d'élevage. On a moins de présence de l'homme. Et s'il ne le fait pas, de suite, c'est le terroir qui se chargera de prendre le dessus à moyen terme. Peut-être que certains impacts dans l'immédiat sont plus perceptibles par rapport à l'intervention de l'homme
de l'être humain à la vigne, en vinification, mais à moyen terme et long terme, c'est quand même le terroir qui prend le dessus. Oui. Alors, je vois, il y a quelques questions. Quels sont le niveau de sucre résiduel des deux Riesling et du Gewürztraminer? Alors, pour le Riesling, le premier Riesling de Domaine Chauffitte, on était à 3,5 grammes de sucre résiduel de mémoire. Donc, de toute façon, classé sec. Pour le Kitterley, on est à 0,48 grammes par litre. Donc, attention. Il me semblait bien. Oui, mais toujours cette notion d'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Attention, le gras, l'alcool apporte aussi. Voilà. Et pour le Gewürztraminer, on était de mémoire, non pas de mémoire, on était à 10 grammes. 10 grammes, 10 grammes, mais encore une fois, les amers de fin de bouche apportent cet équilibre. Alors la notion de vieille vigne, on en a parlé tout à l'heure. Elle va concentrer les messages. Voilà, c'est concentrer tous les messages. Voilà. On a parlé pour le Riesling de l'Art de Chauffitte, 80 ans, ça apporte une régularité de production, peut-être des niveaux de rendement plus faibles, mais une régularité de production et une plus grande concentration. On arrive à la fin de cette masterclass. C'est vite. J'aurais juste envie Allez, si vous aviez un message à faire passer, parce que le but de cette masterclass, c'est aussi de donner en fait à tous nos auditeurs peut-être des clés d'utilisation, des clés, voilà, les aider aussi. Et alors, ce serait quoi votre message de fin? Ou le message à faire passer au niveau de l'Alsace? On va, si vous n'en voulez pas, messieurs, honneur aux dames. On va commencer donc par Jenny. Well, I think I try to keep it very basic in this way. Je vais essayer de rester assez simple. Les vins parlent d'eux-mêmes. Leur authenticité, le plaisir qui en dérive, et parce qu'ils parlent à tant de personnes. C'est un plaisir. Moi, j'aime faire plaisir aux gens. Ces vins font plaisir aux gens. Donc pour moi, c'est très facile de défendre la région et les vins. C'est une belle définition des vins d'Alsace. Je te remercie. Yves? Moi, je suis très heureux de voir où l'Alsace est aujourd'hui. Lorsque moi, j'ai décidé de travailler sur l'Alsace, de m'intéresser de manière intense avec l'Alsace, c'était il y a plus de 10 ans, à une époque où l'ambiance n'était peut-être pas des plus sereines. Et il y a je me permets de citer nommément deux personnes qui m'ont motivé à aller dans la voie, à suivre la voie alsacienne, respectivement à s'intéresser à ces vins. C'est Jean-Michel Deiss qui m'avait fait découvrir l'ensemble de ces vins lors d'une dégustation à l'issue de laquelle je lui avais signalé que j'avais à peu près rien compris à ces visions. Donc c'était une belle leçon pour moi parce que j'ai bien compris qu'il y avait des choses à approfondir, à essayer d'assimiler. Et puis, une autre personne qui m'a marqué, très grand vigneron, Jean-Paul Schmitt, de Chervillers, qui, par le biais de ses pinots noirs, m'a démontré déjà à l'époque qu'il y avait vraiment matière à s'intéresser au pinot noir, et plus particulièrement à l'Alsace en général. Donc, c'était à l'époque un choix très pertinent. Je suis content de l'avoir fait. C'était à Paris et puis tu l'as transformé. Enfin, c'est grâce aux Alsaciens. Moi, j'y suis pas pour grand-chose. Oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a eu cette évolution. Mais ils m'ont ouvert les yeux. D'accord. Manuel? Je vais juste dire une chose, c'est que Manuel, on s'est vu il y a 23 ans en arrière. Il y a 23 ans, lorsque je donnais un cours dans son école de sommellerie, je l'ai eu une demi-journée comme élève. Et je le retrouve 23 ans plus tard et ça fait très plaisir de te voir ici. C'est dire à quel point les vins d'Alsace sont voilà. des liants humains incroyables. Alors, merci. Au-delà de ça, j'aimerais simplement souligner en conclusion le fait que ce qui nourrit l'âme et l'esprit des véritables amateurs de vin, c'est la richesse et la diversité. Et par les différentes tendances, So Fresh ici, et So Terroir, et So Sweet, et puis même un petit peu So Red, je pense qu'on pourrait rajouter la tendance qui serait peut-être So Necessary, c'est-à-dire c'est nécessaire d'avoir cette richesse dans la cave pour pouvoir opérer sur ce terrain de jeu absolument riche qu'offre la région. Je rajouterais que, évidemment, cet échantillon est juste
une photographie prise dans le temps d'une région avec un dynamisme absolument exceptionnel et que toutes les personnes qui ont une photo figée de l'Alsace d'il y a quelques années doivent très vite mettre leur dossier à jour. Parce que être un peu comme toi, Jenny, ici en avance, ou comme toi, Yves, qui est précurseur ou même, on va dire, annonciateur de tendance, eh bien, on a ici la démonstration par l'exemple du dynamisme de la région. Et donc, il est urgent, je pense, pour tous les amateurs de vin de revenir prendre la température dans la région pour ça. Eh ben, on les accueillera avec plaisir. On les accueillera avec plaisir parce que l'Alsace aime recevoir et c'est une terre d'accueil, bien entendu. Je vous remercie très sincèrement pour cette masterclass, pour ces échanges. C'est vrai que le vin, c'est du partage. Il faut savoir échanger et c'est ce que l'on a fait aujourd'hui. Et il y a des remerciements qui arrivent. Fantastic work, everyone. Merci, thank you. Excellent travail, voilà, merci. Excellent merci travail. À tous. C'est top. Donc, merci beaucoup pour votre présence et pour vos commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. Et vive l'Alsace. Et un bon retour. Et puis, et vive l'Alsace. Voilà. C'est quand même des petites bouteilles. Hein. Oui, mais on a des grandes aussi. Et on a même des très très grandes, on a des magnums aussi, qui sont magnifiques. Hein.